Les amis, je suis content de vous retrouver pour parler des premières informations officielles concernant le chapitre 16 de Boruto True Blue Vortex. Alors c'est clair, on a été gâté avec le chapitre 15, un chapitre 15 très prometteur en termes de révélation d'informations, que ce soit du côté de Boruto avec Momoshiki, il y a une hype autour de ça. Du côté de Kawaki avec le personnage d'Amado qui continue d'agir dans l'ombre, on a bien sûr le personnage de Ryu qui tient son origine suite au sacrifice de Shinki pour sauver son père adoptif Gaara, avec tout ce qui s'est passé à Suna. Pas mal de choses pourraient arriver en termes d'action dès le prochain chapitre, il ne faudra surtout pas le louper. Bien sûr, si vous souhaitez encore plus d'informations, de renseignements en temps et en heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. En attendant, je vous propose déjà de découvrir les premières informations officielles. La preview du chapitre 16, laissée à la fin du chapitre 15, nous dit « Les deux frères s'unissent enfin face au Shinju humanoïde. Que va faire Konoha au sujet de la crise Asuna ?» Une preview qui résume parfaitement ce qui s'est passé un petit peu dans le chapitre 15, mais qui nous donne un peu la teneur de ce qui pourrait être continué, qui pourrait exploser dès le chapitre 16 par rapport aux enjeux présents. Alors, petit rappel, ce chapitre sortira le 20 novembre à 16h. Des fois, il sera à 17h, mais là, ce sera à 16h, donc ne le loupez pas. Ce qui va être intéressant à savoir pour ce prochain chapitre et la direction que va prendre le manga, cette seconde partie, c'est déjà tout simplement l'alliance Boruto-Kawaki qui décide de s'unir pour tenter de vaincre définitivement les Shinju. Et il y a plein de choses à prendre en compte, il y a des paramètres qu'il ne faut surtout pas zapper. Boruto, par rapport aux visions du futur de Kashin Koji, dans l'une d'elles, voire quasi dans la totalité, Boruto il est condamné à mourir par rapport à Jura. Jura est censé tuer Boruto. Donc, est-ce que Boruto est en train d'aller contre ses visions du futur, c'est-à-dire il s'allie avec Kawaki pour tenter de créer une alternative par rapport à sa destinée. Mais on apprend aussi que Boruto est en train de lutter parce qu'il est en train de mourir de manière consciente à cause de la présence de Momoshiki dans son esprit. Il dit même à Kawaki dans le chapitre 15 « N'hésite pas à me tuer si jamais je n'ai plus le contrôle de rien, si Momoshiki est à sa place. » Parce que ce qui est intéressant, c'est que Boruto nous dit que durant l'Ips, il y a 2 ans à partir du moment présent, Boruto a utilisé le Kama. Et c'est à ce moment-là qu'il a senti qu'il était en train de mourir et que c'était Momoshiki qui prenait la place dans son corps, dans son esprit, et donc le contrôle de son corps. Et depuis, Boruto n'a plus utilisé ce Kama, et c'est pour ça qu'on a vu un Boruto très apeuré quand son Kama s'est activé à cause de la résonance de celui-ci avec le Kama de Kawaki. Pas mal de choses nous teasent le retour de Momoshiki qui aura un impact très important sur bien sûr la mentalité de Boruto, parce qu'on a un Boruto qui est très fort, qui a appris à développer sa puissance, sa force, ses techniques sans utiliser le Kama. Donc un Boruto redoutable avec un potentiel démentiel. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est forcément le retour de Momoshiki va impacter le personnage de Kawaki au niveau de sa psychologie et au niveau de sa prise de décision à l'égard de Boruto. Il le dit lui-même à la fin du chapitre 15, la situation n'a pas changé concernant ce qu'il veut faire à l'égard de Boruto, c'est-à-dire le tuer, puisqu'il représente une menace par rapport à Momoshiki. Une menace qui a été prise en compte par Boruto, car il le dit lui-même, et je l'ai dit, il veut que Kawaki le tue si jamais il y a quelque chose qui dérape. Mais ce qui va être intéressant, c'est que Boruto insiste bien envers Kawaki que celui-ci devra prendre une décision à un moment donné. Ça fait clairement écho au combat Boruto contre Kawaki, celui qui nous a été montré au début de l'œuvre de Boruto. Lorsque Boruto dit qu'il reste un ninja, il active son Kama à ce moment-là, donc ça veut dire qu'il y a la présence de Momoshiki quelque part. On a Kawaki qui lui dit qu'il va envoyer Boruto là où se trouve Naruto, le 7e Hokage. À l'heure actuelle, Naruto se trouve dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Kawaki n'a donc pas tué Naruto. Si Kawaki veut envoyer Boruto dans cette dimension, ça veut dire qu'il ne veut pas le tuer et qu'il a pris une décision différente, peut-être pour sauver Boruto. Est-ce que, en prenant cette décision-là, Kawaki n'est pas en train de commettre une erreur par rapport à la situation globale de Konoha? Imaginons que les Shinju sont en train d'attaquer Konoha et que la présence de Boruto est importante pour protéger tout le monde parce que Boruto est le seul capable peut-être de vaincre cette menace avec la présence de Momoshiki.
mais ça veut dire qu'il devra se sacrifier au niveau de sa conscience pour vaincre les Shinju, et donc ça laissera place à Momoshiki. Mais peut-être que Kawaki, en ayant retrouvé toute sa puissance, une fois qu'il n'aura plus son limiteur à cause d'Amado, il voudra prendre les choses en main, protéger aussi Boruto, quitte à sacrifier Konoha. Ça peut être très intéressant d'avoir un scénario finalement où on pensait que Kawaki était le méchant, mais en réalité celui-ci veut essayer de sauver tout le monde à la fin parce qu'il pense que c'est possible. Et c'est en faisant ça qu'il pourrait commettre une erreur menant à la perte de Konoha. Il y a plein de scénarios de ce côté-là. Bon, maintenant on va parler un petit peu d'Amado. J'ai évoqué le limiteur de Kawaki, et on a vu dans le chapitre 15 déjà plusieurs choses à l'égard d'Amado, et même avec le chapitre 14, on voit Amado dans l'ombre, en train de réfléchir, de préparer ses pions par rapport à ses intérêts personnels. Déjà, on voit qu'Amado est en train d'observer Boruto à travers les yeux de Kawaki, grâce aux modifications qu'il a fait sur son cobaye, disons-le. Kawaki a aussi un limiteur, comme pouvait avoir Code à l'époque. Donc, est-ce que ce limiteur se désactive avec la parole grâce à la voix d'Amado? Je pense que ça peut être ça aussi. Mais on comprend bien quelque chose qui est très intéressant de la part de Boruto. Il dit qu'en réalité, Kawaki, il n'y a aucun intérêt d'Amado à son égard. C'est-à-dire que ce qui intéresse Amado, ce n'est pas Kawaki, c'est son Kama. Pour Amado, Kawaki, ce n'est qu'un pion pour atteindre son objectif final. Sauf que, dans la première partie de Boruto, Amado dit qu'il a besoin de Kawaki, et notamment son Kama, pour ramener sa fille à la vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'information qui est donnée par Boruto, et qui est appuyée un petit peu par rapport au contexte autour d'Amado. On ne parle plus du fait que Amado, il veut ramener sa fille à tout prix. Cette fois-ci, on a un Boruto qui reste évasif sur ce que veut faire Amado. Comme quoi, il veut servir ses propres intérêts. Et clairement, on parle de plusieurs intérêts, on parle de quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qu'il nous a expliqué à l'époque, c'est-à-dire autour de sa fille. Ce qui veut dire que Boruto possède des informations très importantes concernant Amado. Parce que, souvenez-vous, juste après que Boruto ait dévoilé ça à Kawaki, on a Amado qui commence un peu à stresser, à se poser des questions sur comment Boruto a obtenu toutes ces informations. Et il fait directement le lien avec la potentielle survie de Kashin Koji. Ce qui veut dire que cette information que Boruto a dévoilée, c'est une nouvelle information, parce que Boruto est au courant pour la fille d'Amado. Et c'est pour ça qu'Amado est en train de s'inquiéter, et surtout qu'il observe attentivement Boruto. Ça veut clairement dire pour moi qu'Amado va être un élément central qui va déclencher la menace. Alors est-ce que Amado sera la menace principale? J'en doute. Je pense qu'il aura un rôle un peu comme à la Zetsu dans Naruto Shippuden, parce qu'au final c'est Zetsu qui a déclenché la menace finale, Kaguya. Je pense qu'Amado sera plutôt dans ce style-là pour nous amener la véritable menace. Est-ce que cette véritable menace, ça pourrait être Shiba Yototsuki? Pourquoi pas? J'ai parlé, il y a quelques instants, de l'alliance temporaire Boruto-Kawaki contre les Shinju. Maintenant, parlons des antagonistes. Bien sûr, on va parler en détail des Shinju. Quel affrontement on pourrait avoir? Parce que il y a pas mal de Shinju, mais il faut quand même avoir des affrontements intéressants qui racontent quelque chose. Bon, Boruto contre Jura, je pense qu'on n'a pas besoin de décrire ce combat. Il va y avoir des enjeux autour de la survie de Boruto, puisque Boruto est censé mourir face à Jura. On a hâte de voir comment Boruto va se débrouiller avec Jura. Sans Kama ou avec Kama, moi je pense que c'est ce combat qui va ramener le personnage de Momoshiki au premier plan. Le personnage de Ryu, le Shinju Ryu, l'alter ego de Shinki. Quel adversaire face à lui? Je pense que ce sera le personnage de Kawaki par rapport à ce que nous avait montré l'anime autrefois, avec l'altercation qu'on avait eu, Shinki et le personnage de Kawaki. Donc là, il y a eu un petit teasing, un combat entre les deux. Donc je pense qu'on aura Ryu face à Kawaki. On aura aussi un combat très intéressant, Sarada versus Hidari, concernant le côté émotionnel pour Sarada, cette prise de responsabilité qu'elle aura pour vaincre Hidari afin de libérer son père Sasuke. On aura le développement de son Mangaku Sharingan à ce moment-là, et son émancipation par rapport à Boruto, parce qu'à chaque fois, elle a quasiment agi aux côtés de Boruto. Là, on aura Sarada qui sera seule face à Hidari. Elle devra donc se surpasser pour pouvoir le vaincre. Un combat qui s'annonce très prometteur. Maintenant, il y a d'autres Shinju. On a Matsuri qui sera certainement face à Konohamaru, parce qu'on voit que Konohamaru s'intéresse à la situation et surtout comment libérer Moegi. Ce combat-là, je vous l'avoue par rapport aux autres, parce que je pense qu'on aura des combats de fou, mais pour ce qui est du manga, j'espère qu'on le verra. Et j'ai une petite curiosité. J'ai envie de voir le développement de Konohamaru et comment il peut se surpasser pour tenter de vaincre son adversaire. Donc,
J'ai vraiment envie de voir comment ce combat va nous être présenté s'il nous est présenté dans le manga. Je pense que l'anime va tout aborder et même rajouter des choses complémentaires. Sur ça, je ne m'en fais pas. Pour le manga, j'ai vraiment un gros doute. Un autre personnage, l'alter ego de Bug, je crois que ce Shinju s'appelle Bug aussi. Il va certainement affronter Mitsuki, notamment par rapport à sa cible qui est Eda ainsi que Demon. Donc, Mitsuki, je le vois intervenir pour protéger les deux cyborgs, les deux modifications d'Amado, et peut-être qu'on pourra le voir briller face à Bug. Et ce qui est intéressant, quand on regarde bien les personnages sur cet affrontement, Mitsuki, Bug, Eda, Demon, ce sont des personnages modifiés, qui n'ont pas forcément d'humanité ou qui n'arrivent pas à décrire leurs émotions, leurs sentiments, que ce soit par rapport à leurs origines, liées à leur créateur, Orochimaru, Amado, ou encore en lien avec les Otsutsuki, notamment pour ce qui est du Shinju Bug. Il y aura quelque chose d'assez intéressant et de mystérieux autour de ce combat. J'espère qu'on verra vraiment un Mitsuki qui va en ressortir grandi, qui va apprendre beaucoup de choses sur sa personnalité et vraiment s'illustrer au niveau de ses capacités. Pas que au niveau de sa puissance, mais aussi au niveau de sa personnalité. On a envie de voir un Mitsuki, tout simplement, être développé de manière complète et pas que sur un seul aspect. Je vais évoquer un sujet qui fâche également, mais un sujet qui est quand même important. Les morts dans Boruto Tube Vortex. Parce que au vu du contexte, au vu de la dangerosité de la menace, au vu de la situation de Boruto, et au vu des affrontements à venir, est-ce qu'il ne faudrait pas des morts marquantes? Si on regarde les affrontements que j'ai cités, le personnage qui est le plus susceptible de mourir, c'est Konohamaru. Parce que c'est l'outsider, clairement c'est le personnage où on se dit, bon, qu'est-ce qu'il peut faire face à Matsuri, qui est une Shinju, qui a été capable de mettre en déroute le personnage de Gaara, et de retourner la plupart des shinobi qui ont un vrai potentiel, comme Shinki. Donc ce n'est pas rien. On parle d'un Konohamaru, pour vaincre Matsuri, il doit dépasser le niveau de Gaara, parce qu'on a vu que Matsuri, elle n'a même pas transpiré face à Gaara, alors que celui-ci était aux portes de la mort. Donc clairement, on se dit que Konohamaru, qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner face à cette menace? C'est le personnage qui est le plus susceptible de mourir. Ce serait une mort marquante. Alors c'est clair, ce serait pas du niveau d'un Jiraiya, pas du niveau d'un Asuma, mais on serait triste de voir ce personnage mourir. Et je pense qu'on serait surtout dégoûté de se dire, il avait un développement de malade, un potentiel de fou surtout, pour finalement finir comme ça. Et je pense que ce serait ça, le côté triste autour de sa potentielle mort. Après, évidemment, il y a d'autres personnages qui pourraient mourir, où il y aurait un impact très important d'un point de vue émotionnel. Shikamaru, parce qu'il faut mettre en avant Shikadai. Et Jura a dit à un moment donné à Shikadai que plus tard, ils se reverront. Peut-être un petit teasing, mais si tu mets en avant Shikadai par rapport à ses compétences et son intelligence, tu dois écarter définitivement Shikamaru, parce que sinon, son gosse, il ne pourra jamais être mis en avant. Et la mort de Shikamaru, par rapport à ce qu'il nous a montré, récemment surtout, je trouve que ça interviendrait au bon moment s'il mourait dans les prochains chapitres. On serait vraiment triste. Pour moi, c'est le personnage qui pourrait avoir une mort d'un point de vue émotionnel au niveau d'un Jiraiya, ou pas loin vraiment. Concernant le personnage de Code, il ne faut pas l'oublier, il est revenu dans le chapitre 15 en train d'observer les Shinju. À la suite de leur confrontation, il y a eu un deal. Jura propose à Code de tuer Boruto et son allié, donc Kashin Koji, et si Code réussit, Jura lui donnera le fruit du chakra. Donc en gros, Kawaki se fera bouffer par le Jubi, et c'est à ce moment-là que le fruit du chakra apparaîtra, et Jura donnera ça au personnage de Code. Sauf qu'on a vu quelque chose qui va être problématique pour Code, c'est qu'il n'est absolument pas au niveau pour affronter Boruto. Ce Boruto-là, sans Kama. Donc que va faire Code pour gagner en puissance? Est-ce qu'il va être vicieux, un petit peu dans l'ombre pour surprendre Boruto au meilleur des moments? Peut-être qu'il va attendre que Boruto se fasse gravement blesser, et c'est à ce moment-là qu'il pourra tuer le personnage de Boruto. Après, il est vrai qu'il doit d'abord découvrir qui est l'allié de Boruto, c'est-à-dire Kashin Koji. Le personnage de Code a donc fort à faire, il va devoir espionner tout ça pour parvenir à son objectif. Mais comme il l'a dit dans le chapitre 15, pour lui, rien ne l'arrêtera. Il veut honorer la promesse qu'il a faite à l'égard d'Ishiki Otsutsuki et faire perdurer la volonté des Otsutsuki. Après, moi je reste toujours dans l'hypothèse qu'à un moment donné, il pourrait y avoir une rédemption pour le personnage de Code. On a vu un Code pour l'instant qui ne suivait que cette volonté, que la volonté des Otsutsuki. Peut-être qu'à un moment donné, Code prendra conscience qu'il est capable d'agir par lui-même en fonction de sa propre personnalité et en fonction de ses désirs, et non pas en fonction des désirs des autres. Car Jura avait dit à l'époque que Code n'était qu'un personnage qui ne suivait que les ordres des autres, que ce n'était qu'un suiveur, un pion. Donc il y a une probabilité où on peut prendre en compte que Code pourrait évoluer dans l'autre sens
en étant un personnage plutôt gris, sans forcément être un protagoniste. Il y a beaucoup plus à raconter avec un code dans la rédemption, en comparant son enfance à celle de Kawaki, pour en apprendre un petit peu plus sur ce personnage et le rendre encore plus intéressant. Parce que là, en tant qu'antagoniste, le personnage de Code, c'est 0. Évidemment, c'est sévère ce que je dis pour le personnage, mais il ne faut pas oublier, et là c'est quelque chose de positif, que c'est lui qui a amené cette menace par rapport au Shinju, par rapport au Jubi. C'est à cause de ses actions. Donc le personnage de Code, même si en tant qu'antagoniste individuel, il ne sert pas à grand chose, c'est quand même lui qui apporte les différentes menaces à l'heure actuelle. Donc, il a une utilité d'un point de vue extérieur en termes de déclencheur. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donnez vos théories. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT, c'est avec vous. Vous connaissez le roleplay, vous en faites sur du GTA-RP, vous êtes à la recherche d'un serveur, je vous recommande le serveur de Madera si vous recherchez quelque chose de sérieux avec des événements auxquels vous pourrez participer et vous amuser.